Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui sera celui du débrief de la première semaine du Tour de France et ensuite on parlera de la deuxième semaine. Donc il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer donc par regarder très rapidement les résultats des premières étapes, discuter un peu des enseignements qu'on peut en tirer et puis comme d'habitude, on se penchera un peu sur les profils de la deuxième semaine, pardon, et essayer de voir en gros ce qui pourra se passer sur chacune de ces étapes. Et je suis assez excité parce que j'enregistre lundi, pardon, le 14 juillet, au soir de l'étape de montagne, de la première étape de montagne qui est arrivée donc au Mont Doré, et on a eu un résultat assez haletant. Donc voilà, je suis très content de vous faire cet épisode. Si on débrief cette première semaine, quand même une première semaine assez animée, dont on peut être content, je trouve. J'ai bien aimé le tracé de pas mal d'étapes, on en avait discuté. On a aussi des étapes de plat où on s'est beaucoup ennuyé, mais d'autres aussi où on s'est un peu moins ennuyé. Donc globalement, première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une première semaine qui était assez satisfaisante. Si on parle de l'étape numéro 1, bon, étape numéro 1, sprint à Lille, avec auparavant des bordures, ce qui a un peu pimenté toute l'étape. Donc c'était cool d'avoir une première étape qui soit pas un pur sprint, mais là on a eu la Visma qui a mis un petit coup de bordure dans le final, comme on pouvait un peu le pressentir quand on avait fait la preview. Donc c'était vraiment un petit régal. Moi j'étais sur le bord de la route à l'arrivée, donc j'ai pas vu grand-chose, à part le sprint final. Mais donc la Visma qui a fait un beau coup, qui a piégé quasiment tous les leaders. Et si je dis quasiment, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à piéger Tadej Pogacar, mais ils ont piégé Roglic, Evenepoel, Lipovic, Carlos Rodriguez, tous ces gars-là, voilà. Mais donc, premier coup de force de cette formation Visma Lead the Bike, même si Pogacar a réussi à être dans le bon coup. Et donc un sprint qui se joue en petit comité. Et il n'y avait plus beaucoup de sprinters. Concrètement, il restait Philipsen, Girmay, Warren Skjöld, Benoît, Mario Hofer, on va dire. Et donc c'est Philipsen qui s'est imposé de manière assez facile. Mais donc ce qu'il fallait vraiment retenir, c'était ce premier coup de bordure de la Visma Lead the Bike. Étape numéro 2, étape à Boulogne-sur-Mer. Très très beau final. Franchement, c'est le genre d'étape qui font vraiment kiffer. Donc on a eu dans ces dernières côtes des accélérations, pas de véritable offensive de Pogacar. Pogacar qui restait vraiment très calme, alors que ça attaquait un peu partout autour de lui. On a même eu une petite attaque de Vingegaard sur le sommet d'une côte, qui a été suivie assez facilement, mais sinon, pas de Pogacar à l'horizon, jusqu'au sprint final. Euh, on a même eu Vauquelin qui a tenté sa chance à plusieurs reprises, mais qui a toujours été suivi. Donc là, c'est un peu dommage pour lui. Et globalement, ce qu'on peut dire sur cette fin d'étape, c'est que Van Der Poel, qui s'est imposé donc devant Pogacar et Vingegaard au sprint, avec à noter quand même la quatrième place de Grégoire, la cinquième d'Alaphilippe, la septième d'Aurélien Paré-Peintre, la huitième de Kevin Vauquelin, même la onzième d'Alexandre Delettre, ça c'est assez fou. Donc on a eu beaucoup de Français, mais donc un sprint qui s'est joué à Boulogne-sur-Mer, c'était quand même une très belle étape, et qui était surtout géré de main de maître par Mathieu Van Der Poel tout simplement. La manière dont il a repris les gars qui essaient de sortir, la manière dont il a géré les sprints et tout, c'était impeccable. Donc franchement, maillot jaune et victoire méritée pour Mathieu Van Der Poel, qui a très bien joué le coup parce qu'on a vu que Pogacar n'était vraiment pas loin derrière. Ça, c'est quand même un point assez important. Mais franchement, une belle étape. Étape numéro 3, étape importante dans le déroulement de ce Tour de France parce qu'on a eu une chute au sprint intermédiaire qui a vu l'abandon, malheureusement, de Jasper Philipsen. Une chute dans le final qui a provoqué l'abandon d'Emilien Janière, notamment. Donc, c'était vraiment une étape euh, dommage parce qu'on a eu un vent de face tout du long. Ça, on l'avait vu dans la preview. Donc, pas d'échappée, bien évidemment. Mais c'était trop tendu. On a eu trop de chutes malheureusement et vraiment une étape à oublier. Finalement, dans le sprint final, Tim Merlier qui s'impose devant Jonathan Milan. Milan qui était très bien emmené, mais Merlier semblait un peu plus fort. Et derrière, c'est peut-être un peu anecdotique ce qui se passe quand même. On a Caden Groves du coup qui a sprinté pour la Alpecin vu que l'ami Philipsen était malheureusement à l'infirmerie à ce moment-là. Mais donc voilà, victoire de Merlier qui montre quand même qu'il était très rapide à ce moment-là. On passe tout de suite à l'étape numéro 4. C'était une de mes étapes préférées sur le terme du tracé, et elle n'a pas déçu. Franchement, c'est mon étape préférée, avec peut-être celle qui s'est terminée aujourd'hui au Mont Doré. Donc l'étape entre Amiens et Rouen, avec cette arrivée à Rouen qui était un peu hybride, avec cette côte très très dure à 6 km de l'arrivée. On a eu un vraiment très gros travail de la UAE. Pogacar qui a été super bien lancé. Et attaque monstrueuse de Pogacar. Personne n'a pu suivre. Van Der Poel n'était pas du tout dans le coup. Sauf Jonas Vingegaard. Et là, on a eu un moment de tension
quand même assez épique. Quand Vingegaard s'est rassis, qu'il a perdu quelques mètres, mais qu'il est revenu sur Pogacar, ça c'est le genre de duel qu'on aime bien. C'est le genre de choses qu'on a envie de voir. Donc un final qui s'est joué en petit comité avec donc Van Der Poel, Vingegaard et Pogacar évidemment qui font aussi encore une fois les trois premières places comme à Boulogne-sur-Mer. Il y avait Oscar Onley qui était là, Romain Grégoire qui est venu dans un second temps et qui a fini cinquième, Almeida, le regretté Almeida, on en parlera, Remco Evenepoel aussi qui était là avec Jorgensen, Skelmozo et Kevin Auclin. Et c'était vraiment une fin d'étape rondement menée par la UAE, même si ça aurait été mieux si Pogacar avait réussi à lâcher Vingegaard, mais donc très gros collectif UAE, même sur la fin, Almeida qui revient, qui contrôle les attaques de Jorgensen et autres, permettra à Pogacar de faire le sprint. Et là, on a vu que Van Der Poel était un peu trop court, et donc ça n'a pas suffi. Il fait deuxième, il garde le maillot jaune grâce à sa deuxième place, mais premier avantage psychologique pris par Pogacar, qui commence déjà à être très très fort à ce moment-là. Et à noter quand même donc une belle perte de Romain Grégoire notamment, qui fait cinquième de cette étape-là, avec un Kevin Auclin aussi à noter, qui reste dans le top 5 grâce à une belle performance. Et l'étape numéro 5 ensuite, c'est celle que tout le monde attendait, celle qui allait faire les plus gros écarts sur cette première semaine, même si on a vu qu'il y avait beaucoup d'étapes très dangereuses, avec des petites cotes, etc. Des étapes pour puncher. On s'était dit, de toute façon, l'étape qui va faire un peu foi sur cette première semaine, c'est le chrono à Caen, même par rapport à l'étape du Mont Doré, et finalement, c'est un peu ce qui s'est confirmé. Et donc, un chrono dans des conditions météo qui avaient l'air assez changeantes au cours de la journée. On a longtemps eu Eduardo Effini et puis Bruno Armirail qui étaient seuls en tête. Et ensuite, on a compris que les conditions météo avaient un peu changé, notamment le vent. Et donc, on avait des choses un peu bizarres sur les écarts. Mais finalement, celui qui s'impose, c'est le plus fort sur le chrono, c'est Remco Evenepoel. Il y avait assez peu de suspense. En revanche, on a eu un Pogacar qui a fait un chrono supersonique. Seulement 16 secondes de Remco sur ce chrono-là. Donc Pogacar qui s'est très bien remis de son chrono raté du Dauphiné, ça y a pas de problème. En revanche, il y en a un qui a raté celui-ci, alors qu'il aurait mieux fait de rater celui du Dauphiné, c'est Vingegaard. Vingegaard qui perd 1 minute 5 sur Pogacar sur ce chrono-là, donc ça fait très très mal au classement général. À noter côté français, une super quatrième place donc de Benoît Mirail, cinquième place de Kevin Vauquelin qui se replace à ce moment-là au classement général en prenant la troisième place, donc ça c'est vraiment la belle semaine de Kevin Vauquelin. Dans ceux qui ont gagné du temps, on a Lipovic qui gagne du temps, qui fait sixième de ce chrono-là. Almeida, huitième, même si on sait qu'Almeida par la suite, c'est l'abandon. Et puis après, Jorgensen, Roglic, qui sont à peu près dans le temps de Vingegaard. Et on a des gars qui perdent beaucoup de temps au général. Je pense notamment, par exemple, à des gars comme Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago. Bon, Buitrago, il a aussi chuté plus tard. Tobias Johansen, Guillaume Martin, bien évidemment. C'est le genre de gars qui ont perdu pas mal de temps sur ce chrono-là. Et donc, c'était vraiment l'étape la plus décisive en termes d'écart sur cette première semaine. Donc, un chrono remporté de manière assez évidente par Remco Evenepoel, mais surtout avec une performance supersonique de Pogacar. Et donc Vingegaard qui a dit à l'arrivée du chrono qu'il était vraiment déçu de sa performance, que c'était l'un de ses pires chronos, et on le comprend un petit peu. Étape numéro 6. Étape numéro 6, qu'est-ce qu'on peut en dire? L'étape qui arrivait donc à Vire en Normandie, euh, on attendait beaucoup de cette étape-là, dans la Suisse normande. Euh, on est un peu resté sur notre faim. C'est une échappée qui allait au bout, donc ça fait quand même plaisir d'avoir des échappées qui vont au bout si tôt dans un grand tour. Donc là, on est qu'à l'étape numéro 6 et pourtant, on a déjà des échappées qui vont jusqu'au bout. Une échappée de costaud, avec notamment Mathieu Van Der Poel dans l'échappée, mais aussi un autre très costaud, c'était Ben Illy. Donc Ben Illy qui est parti en solo à 43 bandes de l'arrivée, qui n'a jamais été revu, pardon. Donc trop fort, tout simplement trop trop fort Ben Illy. Derrière, on avait des gars costauds, hein. On avait un duo à un moment, Quinn Simmons, Michael Storer, qui était très chaud aussi. Il y avait du Simon Yates dans l'échappée, Simon Yates qu'on va en reparler juste après. Du Van Der Poel qui a totalement craqué mais qui a réussi à prendre le maillot jaune pour une seconde. Ça c'était assez cool en termes de dramaturgie. Dans l'échappée on avait aussi par exemple Eddie Dunbar. Dunbar qui a abandonné le lendemain si je dis pas de bêtises. Mais donc échappée très très solide qui s'est joué la victoire. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas eu tant de suspense parce que Ben Illy était tellement fort que finalement on a tout de suite su qui allait gagner. Et puis derrière, il s'est pas passé grand-chose hein, dans le peloton. Ça fait un petit sprint en haut du dernier mur, mais bon, pas d'écart entre Vingegaard, Pogacar, Evenepoel. Même Vauquelin, Lipovic et Jorgensen se sont accrochés, donc pas grand-chose à dire.
On a Roglic qui perd 5 secondes dans l'affaire, mais franchement pas grand-chose. Donc, une étape où on est quand même resté un petit peu sur notre faim, mais énorme numéro de Benini, énorme numéro de Michael Stewart, de Quinn Simmons, de Simon Yates, des coureurs dont on parlera dans l'étape numéro 10. Et puis, la dramaturgie du maillot jaune, que Van Der Poel reprend pour une seconde, ça c'était quand même assez cool. Le lendemain, Mur de Bretagne, euh, avec une échappée qui n'avait pas trop ses chances, mais quand même un beau numéro du breton Ewan Costiou. On a eu des beaux paysages sur cette étape qui arrive à Mur de Bretagne. En revanche, en termes de scénario, c'est à peu près ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une course de côte, donc on a accéléré un peu dans le premier passage de Mur de Bretagne, mais rien de très grave. En revanche, c'est l'élément peut-être le plus important de cette étape-là, c'est la chute qui est arrivée juste avant l'ascension finale. Chute qui a notamment mis à terre Almeida, qui a abandonné 2 jours après, Buitrago qui avait l'air de traîner sa misère là en fin de semaine, Louis Barré qui avait la cuisse, la fesse en sang, c'était terrible. Guillaume Martin qui a perdu 2 minutes alors qu'il se sentait bien, c'est dommage. Je pense qu'il aurait pu faire un beau résultat sur cette étape-là, mais voilà. Et ensuite, donc, une ascension finale vers le mur de Bretagne où on avait 3 coureurs qui étaient au-dessus de tout le monde. Et c'était les 3 premiers au classement général, quasiment. Pogacar, Vingegaard et puis Evenepoel, bien évidemment. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à partir. Et donc après, ils se sont fait reprendre par certains coureurs. Pense à Oscar Olney qui fait troisième de l'étape, Félix Gall qui fait quatrième, Jorgensen qui fait cinquième, Kevin Vauquelin qui fait 7, mais surtout Jonathan Narvaez qui fait 8. Et donc là, on n'avait pas Almeida parce qu'il avait chuté, mais Narvaez a montré qu'il était à un très haut niveau. Il a contrôlé pour Pogacar et Pogacar a réglé le sprint assez facilement. Ce qui a quand même fait plaisir, c'est que Vingegaard a fini dans la roue de Pogacar. Même sur le punch du sprint, on s'est dit à un moment sur le sprint, il va perdre un peu de distance parce que Pogacar est trop punchy. Eh bien non, Vingegaard est vraiment resté dans la roue. Bon, il peut pas le doubler évidemment, mais belle performance quand même de Vingegaard. Un peu déçu d'Evenepoel qui fait que sixième alors qu'il semblait vraiment très très fort dans la côte de Mur de Bretagne. Mais franchement, c'est là où on se dit quand même Vingegaard, il a pas mal travaillé sur son explosivité pendant cet hiver parce que là, il est capable de suivre des attaques très très punchy, alors que c'est pas quelque chose qu'il aurait été capable de faire les années précédentes. Mais globalement, il n'y a pas trop de bouleversement au classement général. Quand même à noter qu'il y a un groupe à 20 secondes avec Skelmose, Lipovic, Roglic. Donc Roglic, Lipovic, ça commence à faire un peu de temps perdu à chaque fois. Mais sinon, pas de grand bouleversement en général. Étape numéro 8. Comment dire? Étape qui arrivait à Laval, c'était compliqué à suivre, hein. Franchement, on s'est ennuyé du début à la fin. Pas d'échappée, si ce n'est l'échappée de nos amis de la Total Energy, Burgodo et Matteo Vercher. D'ailleurs, allez voir le petit reportage de France Télé sur Matteo Vercher, avec l'histoire de leur roue, là, c'était très sympa à voir. Mais donc, on s'est ennuyé ferme sur cette étape-là, et une victoire au sprint de Jonathan Milan. Étape tronquée par la crevaison, bien évidemment, de Paul Pénoët. Non, je rigole. La crevaison de Tim Merlier, juste dans le final, qui l'a pas empêché, qui l'a pas permis de sprinter, ce qui est dommage. Et donc, Van Aert fait la deuxième place derrière Milan. Ça, c'était assez cool à voir. Avec un Arnaud Delis, pardon, qui fait cinquième, qui revient un petit peu. C'était cool, mais sinon, étape à oublier. Et on s'est dit que le lendemain, ça allait être exactement la même chose. Mais pas du tout. Déjà parce que l'étape numéro 9, c'est celle qui a vu l'abandon d'Almeida. Mais surtout, on a une échappée lunaire de deux coureurs de la Alpecin de Koenig, en la personne de Mathieu Van Der Poel et de Jonas Rickaert, qui ont failli être vainqueurs sur cette étape-là. Ça a été repris à 700 mètres de l'arrivée, ce qui est vraiment terrible. Mais on a eu une belle partie de manivelle dans le vent, on a eu une belle partie de manivelle, pardon, entre l'échappée et le peloton. On a vu la Lidl Trek déborder, donc ça c'était assez impressionnant. On a vu qu'ils étaient au bout du rouleau, qu'ils allaient pas le faire. Heureusement, il y a toutes les autres petites équipes de sprinters qui ont fait 15, qui sont venus rouler pour eux. Petite pique lancée à certaines équipes évidemment, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Ils étaient pas dans l'échappée, la meilleure chance qu'ils avaient de gagner c'était de revenir à l'avant, mais peut-être que à ce moment-là, il fallait plutôt partir dans l'échappée. Je pense à des équipes comme Tudor, Arkea, Total Energy, non ça va, mais ouais, Israël aussi, Uno X, qui ont voulu jouer petit bras au sprint et faire un petit top 15 alors que s'ils avaient balancé des coureurs dans l'échappée, ça aurait pu aller au bout peut-être, donc c'est un peu dommage, mais
En tout cas, l'étape était quand même intéressante à suivre. Vraiment déçu par le dénouement, malheureusement, parce qu'on veut tous que les échappés aillent jusqu'au bout. Et là, quand ils sont pris à 700 mètres de l'arrivée comme ça fait toujours un peu mal au cœur. Mais un sprint qui est remporté par Tim Merlier, la Soudal Quick-Step qui a pas mis un coup de relais de la journée, contrairement à la Ligue de Trek. Mais Tim Merlier est le plus fort au sprint, et donc il a devancé Jonathan Milan. À noter une troisième place d'Arnaud Delis. Arnaud Delis qui remonte en puissance après la cinquième place de l'étape 8. Donc ça fait plaisir à voir pour la suite du Tour de France. Et notez, côté français, que Paul Pénoët a fini cinquième, donc c'était l'élément assez cool. Et cette dernière étape de la première semaine, étape qui n'a vraiment pas déçu, étape du Mont Doré, puis de Sancy, étape qu'on disait très très dure, 4300 mètres de dénivelé positif sur seulement 165 km, et ça n'a pas manqué. On a une échappée d'ultra costaud qui s'est joué la victoire. De toute façon, si on regarde, c'est un peu ceux qu'on avait listés précédemment, les Simon Yates, les Quinn Simmons, les Ben Healy, les Michael Storer qui étaient forcément à l'avant, Arensman qui était très fort aussi avec Ben O'Connor aussi qu'on n'avait pas encore cité, et finalement donc une victoire de Simon Yates au bout de cette échappée où Ben Healy a tout fait pour prendre le maillot jaune, et ça tombe bien parce que Ben Healy prend le maillot jaune pour 29 secondes. Ça c'est la petite histoire cool de la première semaine. Pogacar ne finit pas la première semaine en jaune, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et donc, belle histoire pour Benini, qui a jamais compté ses coups de pédale, qui est donc maillot jaune, même s'il a fait que troisième de l'étape, alors qu'il a roulé à fond pendant 50 bornes. Franchement, très beau coup de l'AIF. On avait dans l'échappée aussi Alex Baudin, on avait Harry Sweeney notamment, qui ont fait énormément de travail pour lui, donc Benini roule toujours. Bon, c'était sûr qu'il allait se faire avoir sur l'arrivée, mais il finit qu'à 30 secondes, ce qui est quand même assez impressionnant. Et Simon Yates qui allait chercher une victoire d'étape. Donc ça fait déjà deux échappées pour Simon Yates en première semaine. C'est pas forcément ce qu'on attendait de lui. On savait qu'il n'allait pas pouvoir jouer le classement général parce que il avait fait le Giro avant, qu'il avait gagné, mais très grosse forme de Simon Yates. Arensman qui revient aussi en force. Ça, c'est un peu inattendu parce que sur le Giro, il était passé au travers. Et là, il fait une belle étape. Devant Ben O'Connor qui se replace un peu au général, mais surtout qui montre qu'il a quand même de bonnes jambes. Donc, très belle étape à suivre côté échappée, même si on aurait préféré qu'un Lenny Martinez va chercher la victoire d'étape, parce qu'il y avait plusieurs Français à l'avant. Bon, Lenny se consolera avec le maillot à pois, parce qu'il a quand même 27 points en maillot à pois, soit 11 de plus que Ben Healy et 16 de plus pardon, que Michael Woods, ce qui est quand même une belle avance. Surtout, on a vu que Lenny Martinez a retrouvé des jambes correctes, alors qu'en début de Tour de France, il avait l'air vraiment à l'ouest, donc ça c'est cool. Et côté des favoris, eh ben, on a eu un beau chantier quand même. Je l'avais annoncé, j'avais l'impression que la Visma allait tenter un truc sur ce final. Ils l'ont fait, euh, notamment parce qu'à l'avant ils avaient Simon Yates qui finalement n'était pas utile, mais bon, il a gagné l'étape. Et surtout, très important, on a Victor Campenaerts. Et donc dans le final, Thies Benoît a harcelé les UAE. Jorgensen a harcelé les UAE. On a retrouvé Campenaerts dans la dernière descente. Ça, c'était vraiment bien joué. À ce moment-là, on a réussi à écarter tous les équipiers de Pogacar. Et finalement, on l'a pas attaqué. Ça, c'est un peu con, mais on l'a pas attaqué puisque c'est Pogacar qui a attaqué. Et Vingegaard a suivi, tout simplement. Vingegaard n'était pas capable de passer devant Pogacar. Il était à la rupture, mais Pogacar n'a toujours pas lâché Vingegaard en montée sur ce Tour de France, au soir de la première semaine. Et c'est peut-être l'objet de réjouissance principale de cette première semaine, c'est qu'on a un peu de suspense. Après le chrono, on s'est dit, merde, le suspense là, comment on va faire? Mais après cette première étape de montagne, on va dire, parce que c'était quand même une étape de montagne, et bah Vingegaard est toujours dans les temps de Pogacar en montagne. Et ça, c'est vraiment cool. Si on regarde un peu le classement de l'étape quand même, donc Pogacar et Vingegaard qui finissent avec Lipovic, Jorgensen, Evenepoel, Oscar René, Tobias Allan Johansen et Primoz Roglic. Les autres étaient un peu plus loin, les Félix Gall, etc. Très belle étape de Jordan Jegat, qui semble être le meilleur français au classement général, puisque à un moment Kevin Auclin va sauter, alors que Guillaume Martin, lui, par exemple, est un peu plus loin. Mais donc, étape vraiment de folie sur ce Mont Doré Puy de Sancy. Une super victoire de Simon Yates, c'est surtout un suspense au classement général qui est préservé. Si on regarde les classements au soir de cette première semaine, tout d'abord le classement du maillot jaune, et ben le maillot jaune c'est Ben Healy. Donc ça c'est une nouvelle qui donne le smile. Ben Healy est vraiment un coureur très attachant qui donne beaucoup pour
pour les échapper à chaque fois. Donc c'est cool de le voir maillot jaune au soir de cette première semaine. Devant Pogacar, donc c'est là que le vrai classement commence. Pogacar est à 29 secondes de Benelli, mais c'est assez anecdotique. Une minute derrière Pogacar, on a Remco Evenepoel. Une minute 17 derrière Pogacar, on a Jonas Vingegaard. Un peu plus loin, on a Matteo Jorgensen avec Kevin Vauquelin. Mais bon, Kevin Vauquelin, c'est anecdotique. Il va sauter, tout comme Benelli. Oscar Onley, qui est à seulement 3 minutes. Seulement 3 minutes, quand même. Donc c'est le cinquième mec, au général, on va dire, si on vire Illy et Vauquelin. Il n'est qu'à 3 minutes au soir de la première semaine de Tadej Pogacar. Onley qui fait vraiment un très très beau Tour de France pour l'instant. On verra s'il est capable de tenir sur les 3 semaines, mais ça fait plaisir. Ensuite, à peu près dans le même temps, on a le duo de la Bora, donc à 3 minutes de Pogacar, Lipovic et Roglic. Donc Roglic fantomatique sur cette première semaine. Bah d'ailleurs, il est derrière son équipier, ça c'est pas anodin. Ceci dit, j'ai trouvé que Roglic était un peu meilleur sur cette 10e étape qu'il ne l'était sur toutes les autres. Donc peut-être qu'en montagne ça ira un peu mieux pour le Primoz, mais bah, il est plus du tout dans le coup, tout simplement. Et puis il est même à 1:30 du podium, si on dit que le podium c'est Evenepoel-Jorgensen, enfin, c'est compliqué pour Roglic. Tobias Johansen, qui lui est à 5 minutes de Benny, qui a 4:30 de Pogacar. Félix Gall, Carlos Rodriguez, Henrik Mas, Jordan Gegat, Mathias Kelmose. Donc ça, c'est le top 15. Et ensuite, on est déjà à 10 minutes. Donc là, je pense qu'on a un top 13 en allant jusqu'à Skelmose. Si on vire Ben Lilly et puis Kevin Vauquelin, on a à peu près les 13 coureurs qui vont jouer le classement général. On peut peut-être rajouter Guillaume Martin qui est 16e actuellement en général et puis Ben O'Connor qui est 18e. Mais sinon, tous les autres, ça joue pas le classement général. On a déjà des gros écarts au soir de cette première étape, de cette première semaine. Moi, je trouve qu'il y a quand même un élément intéressant, c'est que Vingegaard ne s'est pas fait lâcher par Pogacar. Alors, je sais que je vous bassine avec Vingegaard. Je suis pas forcément pro Vingegaard ou pro Pogacar. Moi, je suis pro suspense. Et là, ça me fait plaisir de voir que, après cette première semaine, on a encore un peu d'espoir pour que le tour soit serré. Peut-être que mes espoirs seront douchés à Otakam. C'est pas impossible, on va pas se mentir, mais au soir de cette première semaine, pour l'instant, on peut encore y croire. Evenpool qui est dans un entre-deux, mais Evenpool malheureusement il montre une moins bonne forme que l'an dernier je trouve. En montagne c'est assez compliqué donc j'ai peur pour lui. Euh, le bonheur pour Evenpool c'est que Almeida ne soit plus là, parce que Almeida je pense qu'il était clairement au-dessus d'Evenpool. Après derrière avec Jorgensen, Onley, Lipovic Roglic ça peut jouer un petit peu donc on verra ce qui se passera en haute montagne mais l'information c'est que Pogacar a 1 minute 17 d'avance sur Vingegaard mais que rien n'est fait. Au classement des points, c'est Jonathan Milan qui est premier, avec pas mal d'avance sur Pogacar, et ensuite Binyam Girmay. On va pas se mentir, le classement devrait se jouer entre Milan et Pogacar, avec un très gros avantage sur Milan. Donc ça, c'est le petit point noir de cette première semaine, c'est que le maillot vert est déjà joué, a priori. C'est plutôt pour Jonathan Milan. Après, Pogacar va gagner beaucoup d'étapes en deuxième semaine, là où Milan ne pourra en jouer quasiment aucune. On en parlera juste après. Donc, à surveiller quand même pour ce classement du maillot à pois vert, n'importe quoi. Du maillot à points, le maillot vert. Mais a priori, avantage quand même Milan, mais ce serait déjà un duel entre Milan et Pogacar. A priori, plutôt avantage Milan, mais à suivre. Ça dépendra aussi de la clémence du VAE vis-à-vis des échappés, etc. On aura l'occasion d'en reparler, mais bon. Le maillot à poids, c'est déjà, le maillot à points, pardon, je vais réussir à le dire. C'est déjà à peu près réglé. Duel Milan-Pogacar avec avantage Milan. Et le maillot à poids, eh bah, ça commence tout juste en fait, parce que c'était la première étape de montagne. Pour l'instant, on a Lenny Martinez qui s'est bien positionné, 27 points, je le disais, alors que Benili en a 16. Je sais pas comment se comportera Benili en haute montagne. Je suis pas sûr que ça soit un... Enfin là, il était très fort sur ces étapes-là. Je suis pas sûr qu'il aille chercher des maillots à poids dans les étapes de haute montagne. Faudra attendre l'étape, je pense, de Super Bagnères, de Luchon pour voir ce qui se passe un petit peu. Martinez, lui, c'est sûr, il va jouer les étapes le maillot à poids. Pour l'instant, il est bien parti. En termes de forme, on a l'impression que Martinez est quand même sur une pente ascendante, mais on n'a jamais trop de certitude, pardon, avec Lenny Martinez. Et Ben Illy, lui, bah, en fait, vu la force qu'il a montrée en première semaine, on serait tenté de dire, bah, il peut jouer les étapes et le maillot à poids. Mais là, déjà, il aura un maillot à défendre sur la première étape qui arrive à Toulouse. Ensuite, il perdra à Otakam. On verra quelle sera la suite de sa saison.
de son Tour de France. Et puis il y a Michael Woods aussi, à ne pas oublier pour l'instant, qui est à 11 points pour l'instant. Lui, ça a un vrai profil de grimpeur, donc il pourrait jouer le maillot à poids dans les grosses étapes de montagne. Et puis il faut pas oublier Pogacar et Vingegaard. Bon, Pogacar, il a 7 points pour l'instant, Vingegaard, il en a 4, mais ça peut monter très 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 vite dans les étapes de haute montagne. Il y aura beaucoup de cols, donc pour l'instant, Lenny Martinez est pas trop mal parti. On verra ce que Benili et Michael Woods font. Et sinon, bah, ses principales concurrents, ça sera Pogacar et Vingegaard, tout simplement. Et puis, pour le maillot blanc, bah, pour l'instant, c'est Benili qui porte le maillot blanc, devant Evenepoel, Kevin Vauquelin, Oscar Onley, Florian Lipovic, Carlos Rodriguez, Mathias Kielmose. Euh, Benili va sauter, Kevin Vauquelin va sauter, donc ce sera une belle bagarre entre Evenepoel, Oscar Onley et Florian Lipovic. On verra si Rodriguez, Carlos Rodriguez, non pas Christian, et Mathias Kielmose sont capables de se mêler à la lutte. Kielmose, il m'a semblé un peu faible là quand même sur cette étape du Mont Doré, donc je l'écarte. Carlos Rodriguez, il a déjà pris pas mal de temps en général, donc peut-être un petit duel à trois, un truel entre Remco Evenepoel, Oscar Onley, puis Florian Lipovic. Ça sera intéressant à suivre. Voilà. Donc ça, c'était les enseignements de cette première semaine. À noter que quand même, un des gros enseignements, c'est aussi une équipe UAE qui est un peu affaiblie. On sait qu'ils sont très forts. On a vu Polit très fort, Wellens très fort, Narvaez très fort, Adam Yates et Marc Soler. Bon, pour l'instant, ça va, à voir. Sivakov qui est malade, donc ça c'est pas cool pour eux. Et Almeida qui a abandonné, ça c'est une grosse perte pour Tadej Pogacar, mais sinon en termes d'équipe c'est quand même le gros le gros enseignement qu'il faut tirer de cette première semaine. Et aussi l'abandon de Jasper Philipsen malheureusement. Et si on devait retenir un truc côté français de cette première semaine, c'est le beau parcours de Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin qui finit cette première semaine à la 6e place au général. Évidemment il va dégringoler dès Otakam, mais il aura montré de belles choses, même s'il semblait toujours un ton en dessous. Il s'est bien accroché, il a fait un beau chrono. Donc bravo Kevin pour cela. Le meilleur français au classement général, ça devrait être Jordan Gégat. Pour l'instant, il a 4 minutes d'avance sur Guillaume Martin. Et Guillaume Martin semble pas en très grande forme, donc on verra ce qui se passe au fur et à mesure des échappées en haute montagne. Mais Gégat qui a fait une très belle étape sur cette étape numéro 10, donc à suivre. Ça pourrait être intéressant. Et puis après, côté victoire d'étape, bah, on n'en a pas encore. Et on verra dans la prévue de la deuxième semaine, mais c'est pas certain qu'on en ait. Donc on verra ce qui se passe, mais on a quand même Lenny Martinez qui semble capable de jouer le maillot à poids, ce qui est quand même une petite satisfaction. Je m'arrête là pour le débrief de la première semaine, et on passe tout de suite à la preview de la deuxième. Donc une deuxième semaine qui sera un peu écourtée, vu qu'on a cette journée de repos qui arrive un mardi, mais une deuxième semaine qui devrait déjà être très décisive pour le Tour de France. Donc on commence tout de suite avec l'étape numéro 11, une étape entre Toulouse et Toulouse, une étape dont j'aime vraiment beaucoup le tracé. Étape donc de 157 km en passant par de nombreuses petites côtes, ce qui va faire le sel de cette étape-là et qui sera vraiment cool à suivre. Je pense que ça sera peut-être ma préférée. Non, je rigole, il y a quand même des étapes de montagne, mais ça sera très intéressant à suivre. Le scénario de course, c'est vraiment indécis, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'ascensions dans les 50 derniers kilomètres, et je vois pas comment les équipes de sprinters pourront contrôler, en roulant vite donc, sans lâcher leurs sprinters. Et donc, je pense que ça sera quand même un peu chaud pour les sprinters. Si on regarde un peu le profil, à 21 km de l'arrivée, on a une première cote, 1,6 km à 5%. Donc là, pour un sprinter, ça passe, mais en fait, ça s'enchaîne directement après. À 15 bandes de l'arrivée, avec 1,4 km à 7%. Là, c'est plus dur, c'est plus long, c'est plus régulier. Euh, Ça va être un peu chaud de suivre. Et surtout, il y a un mur à 9 km de l'arrivée, la côte la côte, pardon, comment elle s'appelle, de Pêche David. Je sais pas d'où ça sort. 800 mètres à plus de 10%. Donc là, je pense que les sprinters vont reculer énormément. Et ensuite, on arrive vers Toulouse dans le final avec des axes plutôt larges, donc qui pourraient être plutôt favorables pour aller chercher un coureur esselé par exemple. Mais c'est quand même difficile toutes les ascensions qui sont avant. Et surtout, je trouve que cette année, on n'a pas beaucoup de sprinters qui ont des capacités à passer les bosses. J'aurais dit Milan à une époque, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Merlier, c'est pas du tout le cas. De toute façon, on a vu que son équipe roulait pas. Warren Skjold a abandonné, etc. En fait, j'ai l'impression que il y aura pas beaucoup d'équipes motivées pour rouler derrière une échappée. Donc
C'est pour ça que j'ai l'impression que ce sera un peu compliqué pour les sprinters de gagner, et je vois plutôt un scénario échappé. Je pense aussi que les favoris, ils vont vouloir se préserver, parce que le lendemain, on a l'étape d'Otakam, donc peut-être qu'on suivra des coups dans la petite côte là, à 9 km de l'arrivée, mais on va pas lancer de grosses manœuvres. Donc en fait, les équipes qui peuvent rouler concrètement, c'est qui? Alpecin pour Mathieu Van Der Poel, mais on a vu que Van Der Poel était complètement cramé. Peut-être qu'il va même pas commencer la deuxième semaine. Est-ce qu'il y a d'autres équipes pour les sprinters? Intermarché, peut-être pour Biniam Girmay, mais Intermarché, ils ont beaucoup de coureurs blessés. On a vu Georg Zimmermann, on a vu Louis Barré, Jonas Ruch. On a beaucoup de mecs qui ont chuté. Ineos pour Axel Laurence, c'est pas non plus la garantie de gagner. Lotto pour Arnaud Delis, maintenant qu'il a un peu renouvelé sa confiance. J'ai peur que ça soit trop dur pour lui. La formation Lotto, elle est assez faible en ce début de Tour de France, donc franchement, je vois pas trop d'équipes qui soient vraiment capables de gérer une échappée, et je pense pas que la Ligue de Trek va le faire pour tout le monde, donc je vois plutôt un scénario échappé. Euh, Évidemment, je vois la IF, encore une fois, dans cette échappée, toujours les mêmes, Nelson Poles, Harrison Sweeney, Alex Baudin, Ben Illy. Qui d'autre pourrait dans l'échappée? Peut-être un Fred Wright. Fred Wright, c'est un profil qui pourrait bien lui convenir. Quinn Simmons, évidemment, c'est toujours les mêmes. Pourquoi pas Julien Alaphilippe, même si on a vu que il galérait un petit peu quand même sur cette première semaine de Tour de France. Euh, Tant qu'on est dans les Français, pourquoi pas Romain Grégoire, parce que c'est une étape qui lui convient très bien, mais je pense pas que dans le scénario d'un peloton, ça serait forcément idyllique. Donc peut-être que la FDJ va pas contrôler, va plutôt essayer de mettre des mecs à l'avant, des mecs à l'avant, avec des Madouas, des Pachets, ce genre de gars. Pourquoi pas Kevin Vauquelin? Mais Kevin Vauquelin, il est peut-être pas encore assez lent en général. Il est à la sixième place maintenant, mais je suis pas sûr qu'on lui laisse du champ libre. Euh, Peut-être Ivan Romeo et Pablo Castrillo, côté Movistar, ceux qu'on a encore vu dans l'échappée sur l'étape numéro 10. Aurélien Paré-Peintre, pourquoi pas. Harold Terrada pour l'Astana. Pour Matteo Bercher, Mathieu Burgodeau, pardon, pour la Total Energy. Pourquoi pas un Magnus Cort, mais il y a aussi la question du maillot jaune à prendre en compte. Parce que là, je parlais des IF en échappée, mais en fait, j'avais oublié qu'ils ont le maillot jaune. Donc, comment ils vont faire pour garder ce maillot jaune? Est-ce que le plus simple, ce serait pas d'envoyer Ben Illy dans l'échappée? J'en sais rien. Enfin, toujours est-il que c'est un profil qui est vraiment très indécis, qui est rendu plus indécis par le maillot jaune porté par Ben Illy. Est-ce qu'on peut avoir des punchers qui sortent à la dernière cote qui sont pas repris? Donc là, peut-être des Kevin Vauquelin, des Romain Grégoire, ça leur conviendrait bien, mais est-ce qu'ils doivent aller dans l'échappée ou est-ce qu'ils doivent attendre un final pour que tout le monde sera regroupé? C'est vraiment illisible. Et c'est ce qui fait tout le sel de cette étape-là, donc j'espère vraiment qu'elle sera sympa à suivre. Et un dernier mot quand même pour les favoris. Je suis pas sûr qu'on ait des attaques. Ça serait en première semaine, peut-être qu'on aurait une attaque de Pogačar, de Remco, mais là, la veille d'Otakam, je pense qu'on va quand même rester assez calme là-dessus. Donc étape très cool, très indécise, mais je pense pas qu'il se passera grand-chose au niveau des favoris sur celle-ci. Étape numéro 12, première étape de haute montagne, Auch Otakam. Arrivé au Otakam, donc première étape très importante pour le classement général. Euh, Espérons que le suspense soit encore de mise après cette étape-là, quand on verra ce qui se passera, mais ça serait bête que le tour soit déjà joué ce soir-là. C'est une possibilité, on va pas se mentir, mais on espère que ça sera pas le cas. Sur l'étape, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est 120 km de plat, et ensuite on enchaîne Soulor Otakam. Deux cols qui sont difficiles quand même, hein. Le Soulor, c'est irrégulier et dur, donc ça c'est compliqué. 11,8 km à 7,6% de moyenne. Et Otakam, c'est très dur, et c'est régulier par contre. Donc c'est 13,5 bornes à 8% de moyenne. Donc ça a quand même une belle gueule d'arriver au sommet où les favoris vont bien s'attaquer. À noter que l'enchaînement entre le Soulor et Otakam n'est pas direct. Il y a un peu de... passe par un petit col entre deux, le col des Bordères. Ensuite ça redescend un petit peu, mais c'est pas immédiat. C'est pas une descente raide et puis un col direct. Il y a des parties un peu plus faux plat montant ou faux plat descendant. Donc je pense pas qu'on lance des grandes manœuvres pour les favoris dans le Soulor, surtout parce qu'il y a un chrono le lendemain, donc je pense que tout se jouera dans Otakam. Je ne vois pas de scénario échappé. Déjà, il n'y a pas tant de points pour la montagne à aller chercher. Si on veut sortir, bah, faut se faire la bagarre sur le plat, donc ce sera pas forcément des très bons grimpeurs qui vont être dans l'échappée.
Je pense que Pogacar voudra l'étape aussi, donc ça sera la l'AUE qui va rouler derrière les échappés. Bref, c'est pas ce moment-là où il faut aller se découvrir, je pense. Et donc je pense vraiment que ce sera les favoris qui vont jouer la victoire. Un premier duel en haute montagne donc entre Vingegaard et Pogacar. On y verra déjà beaucoup, beaucoup plus clair ce soir-là sur la possibilité pour Vingegaard d'aller titiller ou pas Pogacar. Je pense même que dans cette étape-là, les équipiers seront pas forcément très utiles parce que je pense pas qu'il y ait de grandes manœuvres avant Otakam. Et puis après, dans Otakam, Pogacar va attaquer et on verra ce qui se passera. Mais je suis pas sûr qu'on ait pu avoir des tactiques en mode on balance Yates devant. D'ailleurs, il a un Yates ou l'autre, hein, mais on balance Jorgensen, on voit ce qui se passe. Là, je pense que ça sera vraiment gros train dans le bas d'Otakam. Pogacar qui attaque à mi-pente et on verra ce qui se passe. Euh, En tout cas, ça va se jouer à la régulière et chaque coureur sera à sa place le soir de cette étape-là. On aura des éléments de réponse pour le classement général, donc déjà entre Vingegaard et Pogacar. On saura aussi à quel point Remco est loin de Vingegaard et Pogacar, même si on a déjà vu un peu que c'était compliqué, notamment sur l'étape numéro 10 de moyenne montagne. On saura aussi, du côté de la Bora, finalement on choisit qui? Lipovic ou Roglic? Parce que là pour l'instant les deux sont au même niveau. Est-ce qu'il y en a un qui va se démarquer sur cette étape-là? On pourra aussi savoir comment va aller Jorgensen. Jorgensen, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir sur de la haute montagne non plus. Quelle tactique sera mise en place par Jorgensen? Moi, je pense que là, ça sera un peu con d'attaquer tout seul pour se reprendre par une attaque de Pogacar. Donc, tenir le plus longtemps possible pour être pas trop loin en général et pouvoir peser sur une étape comme celle 2 jours après qui arrive à Bagnères de Luchon. Je pense que c'est un peu plus intelligent. J'ai aussi hâte de voir le niveau de mecs comme Tobias Johansen, Oscar Onley, Félix Gall. C'est des mecs qui ont fait très bonne impression jusqu'ici. Donc là, ça sera l'occasion de vérifier ça. Je pense que en revanche, on a des gars comme Carlos Rodriguez, Enric Mas, Mathias Kielmose, qui eux n'ont pour l'instant jamais été acteurs, qui ont toujours été un peu lâchés. Qui là devraient perdre du temps aussi, et on les verra pas attaquer, c'est sûr. Donc on aura la hiérarchie qui sera beaucoup plus claire après cette première étape de montagne. On aura bien sûr Benili qui va sauter, Kevin Bogner qui va sauter, donc on aura un classement général avec des coureurs qui vont vraiment jouer le classement général à la fin. Et puis, côté français, bah là, on peut pas espérer grand-chose, si ce n'est que Guillaume Martin et Jordan Gégat s'accrochent. Pour l'instant, on a vu qu'en première semaine, c'était plutôt Jordan Gégat qui arrivait le mieux à s'accrocher. Reste que Guillaume Martin, c'est quand même plus un coureur de haute montagne que Jordan Gégat, donc on verra comment un peu ça s'organise tout ça, mais donc au soir de l'étape de Takam, on aura déjà une hiérarchie très très claire dans le classement général, et voilà, donc ça sera la première vraie explication, et on prie pour, enfin moi je vais brûler un cierge pour ça d'ailleurs, pour qu'il y ait encore un peu de suspense au soir de la 12e étape. Étape numéro 13, très particulière, le chrono entre Loudanvielle et Péragude, 10,9 km, ça c'est quand même assez masterclass, 3 km de plat, et ensuite 8 km à 8%, pour aller finir à Péragude, on va jusqu'à Port où Romain Bardet s'était imposé, donc on a un kilomètre à 2 km de l'arrivée, 2-3 km de l'arrivée, on a un kilomètre à 9% de moyenne, qui va faire bien mal, et le dernier kilomètre c'est le plus dur, sur l'altiport, avec des pentes qui atteignent jusqu'à 16%. On pourra peut-être même voir les coureurs qui sont devant soi pendant ce chrono-là. Donc ça sera par exemple Pogacar qui aura Vingegaard en bout de mire sur l'antiport. Euh, Bah là sur cette étape-là, c'est le plus fort qui va gagner tout simplement. C'est même pas question d'aptitude en chrono. C'est purement de la montagne, purement grimpe, grimpe, grimpe. Et donc bah, ça sera le meilleur grimpeur qui va s'imposer. Je pense qu'on sera pas loin d'avoir le même classement que l'étape d'Otakam que la veille, parce que ça sera encore une fois le plus fort qui sera devant les autres. Et ça va se jouer purement sur des aptitudes de grimpeur, pardon. Je pense que c'est un peu difficile de départager Pogacar et Vingegaard avant de voir ce qui s'est passé à Otakam sur cette étape-là. Donc je donne pas de favori. Et puis je pense qu'il y a que les coureurs du général qui vont le faire à fond. Donc en gros, le top 15 qu'on a cité juste avant, là, qui va jusqu'à Skelmose, Jordan Gégat et puis Guillaume Martin. Il y aura en plus Lenny Martinez qui va le faire à fond. On sait, il l'a dit. Lenny Martinez peut peut-être faire un top 10, voire un top 5 sur cette étape-là, ça sera vraiment dépendant de sa forme. Là, on n'est pas encore totalement rassuré par Lenny, même si on voit qu'il va mieux. Et puis, bah, donc, pour 165 coureurs, peut-être un peu moins, ça sera une étape de repos. Sauf, je sais pas trop, je me suis pas renseigné sur les délais, pour savoir s'il faudra vraiment y aller vite, mais clairement, il y a que les coureurs du général qui vont le faire à fond.
En termes d'écart, est-ce qu'on aura des écarts plus grands ou plus petits que la veille? C'est difficile à savoir. Je pense qu'on sera à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, mais toujours est-il que il y a que les coureurs du général qui vont faire cette étape-là. Étape numéro 14, qui va entre Pau et Super Bannière de Luchon. Euh, Étape avec 5000 mètres de dénivelé positif, très très dur. Donc étape reine des Pyrénées, on peut dire, même si je suis pas sûr que ça soit celle qui fasse le plus d'écart. Je pense qu'il y aura déjà, bon déjà faut voir s'il y a un peu de suspense encore au général suite aux deux étapes d'avant. Donc ça c'est un premier facteur. Si Pogacar a déjà 5 minutes d'avance sur tout le monde, bah il va pas se passer grand-chose, hein, on va pas se mentir. Euh, je pense qu'à ce moment-là de la course, comme je disais, suite au chrono, on a potentiellement le dixième qui est déjà à plus de 10 minutes au général. Donc déjà des très très gros écarts. Euh, Quel scénario est-ce qu'on peut attendre de cette étape-là? Je vous refais le tracé vite fait. 70 km de plat. Ensuite, Tourmalet. Le Tourmalet, c'est très très dur. C'est 18,9 km à 7,5% de moyenne. Donc 19 bornes à 7,5%. C'est très dur. On descend, on fait le col d'Aspin. Il y a une petite partie de vallée entre deux quand même. On redescend le col d'Aspin, petite partie de vallée, et ensuite Perrosourde into directement Luchon de Super-Bagnères. Perresourde, c'est dur. C'est 7 km à 8%, avec, il me semble, le dernier kilomètre qui est aussi le plus dur sur ce col-là. Et Super Bagnères de Luchon, c'est 12,6 km à 7,5% de moyenne. Donc, quel scénario est-ce qu'on peut attendre? Déjà, là, on a un petit peu plus de terrain pour faire des grandes manœuvres. Parce qu'il y a beaucoup de cols avant. On peut mettre des équipés à l'avant, tenter d'envoyer un Jorgensen dans le Tourmalet, j'en sais rien, je dis un peu au hasard. Mais donc là, tactiquement, on peut déjà un peu plus jouer que sur le chrono, évidemment, et que sur l'étape d'Otakam. Est-ce que l'équipe UAE ou l'équipe Visma va vouloir lancer des grandes manœuvres? Parce que potentiellement, il y a une des deux équipes qui s'est pris une déconvenue dans les deux étapes d'avant. Donc si jamais on a perdu trop de temps, est-ce qu'on veut lancer des grandes manœuvres ou est-ce qu'on attend la troisième semaine en se disant, bon là, dans l'état de forme où on est actuellement, on se fait dominer par l'autre. Attendons la troisième semaine qui est très très dure aussi. On fera des choses à ce moment-là, mais pour l'instant, on va essayer de limiter la casse. Ou est-ce qu'on peut déjà lancer des grandes manœuvres? Là, à l'inverse, si jamais UE et Visma sont très proches, c'est-à-dire que Pogacar et Vingegaard sont pas trop loin en général, est-ce qu'il y en a une qui aura les capacités de se dire, là, je sens que je peux écraser l'autre et lancer des grandes manœuvres? Franchement, je sais pas trop. Donc, tout ça me dit que c'est plutôt un scénario échappé et je sais pas si on aura des attaques de très très loin pour le classement général. Donc, il y a 70 km de plat, ce qui veut dire qu'on aura une grosse bataille pour aller dans l'échappée. Tout d'abord, des coureurs pas forcément grimpeurs qui vont réussir à sortir. Et ensuite, ça peut ressortir dans la première pente du Tour Valais si jamais l'échappée qui s'est dessinée ne conviendra pas à tout le monde et surtout s'il n'y a pas les bons grimpeurs dans l'échappée. Donc faut s'attendre à 1 heure et demie de course au début qui va aller très très vite. Je pense qu'on aura une échappée fleuve hein, très clairement qui va sortir. On aura des grimpeurs, des équipiers de grimpeurs, même potentiellement des sprinters. Je sais pas, peut-être que Milan et Vinal Girmay veulent faire le sprint intermédiaire qui est situé au kilomètre 70. Je pense que il y aura une échappée énorme, peut-être un demi-peloton qui sera à l'avant. Mais ça va pas trop collaborer parce qu'il y aura plein de parasites dans cette échappée-là. Donc, à mon avis, dans le Tourmalet, on va très vite avoir un écrémage avec des grimpeurs qui vont s'isoler. Grimpeurs qui pourraient s'isoler avec leurs équipiers, hein, un peu comme ce qui s'est passé sur l'étape numéro 10, avec les IF qui sont quatre, qui font rouler d'abord Paulès, Sweeney, pour ensuite garder à la fin Baudin et puis Benili. Donc, je pense que voilà, des grimpeurs très solides avec des bons équipiers qui vont rouler à fond pour creuser le plus d'écart. Il y a énormément de points à prendre au classement pour la montagne. Tout d'abord, le Tourmalet, bah, c'est un col hors catégorie, forcément. Aspin et Persourde, c'est deuxième et première catégorie. Et l'arrivée, si tant est qu'on arrive pour la gagne à Super Bagnères, c'est un hors catégorie aussi. Il y a beaucoup de points à prendre pour le maillot de meilleur grimpeur. Et donc, je pense que ce sera vraiment l'étape pour les grimpeurs qui sont loin en général. Et on peut aussi avoir à l'avant des coéquipiers du UAE et du Visma. Je pense qu'il y aura forcément des Visma. On verra si UAE a assez de personnel à ce moment-là pour envoyer un mec à l'avant parce qu'on a vu que chez la UE, on commençait à être un peu dépeuplé. Ça dépendra aussi de qui a le maillot jaune à ce moment-là, mais donc on peut envoyer à l'avance Simon Yates, comme d'hab, évidemment, mais aussi Adam Yates, par exemple. Un Sivakov, si jamais il est remis un peu de ses péripéties, un Marc Soler, un Wout van Aert, etc.
Sinon, pour les autres coureurs qui peuvent être échappés, bah, forcément, on pense à l'AIF. Donc, je le disais, Paulès, Baudin, Sweeney, et puis Benelli, bien entendu. Côté Bahrain Victorious, on aura forcément Martinez dans cette échappée-là, je pense. Pourquoi pas avec Santiago Buitrago? Ça dépendra de l'état de forme de Buitrago. On a vu qu'en première semaine, il était très touché par sa blessure. On verra si ça va mieux en deuxième semaine. Bien évidemment, Tim Rensman, on a vu qu'il allait très bien. Il est long en général. Pourquoi pas même un Alexandre Vlasov? Franchement, ça peut valoir le coup. Pour l'instant, la Red Bull Bora a été très très discrète. Là, ça peut être l'occasion de mettre Vlasov à l'avant. Guillaume Martin, évidemment, bien entendu. Jordan Jegat fait un peu dans la même veine. On aura un Storer qu'on a vu très fort, il sera encore là. Ben O'Connor sera encore là aussi. Pourquoi pas Ewen Kostiou et Kevin Vauquelin côté Arkea. Je vois plutôt Kostiou que Vauquelin, mais pourquoi pas Vauquelin aussi. Rainer Rubio, Romeo, Castrio, toujours les mêmes côté Movistar. Je vois bien aussi une belle échappée côté AG2R. Aurélien Paré-Peintre, pourquoi pas, mais plus Clément Berthet, Bruno Armirail. Même un Emmanuel Bourgman qu'on n'a pas vu pour l'instant côté Cofidis. Euh, L'Astana, c'est un peu loupé pour l'instant. On verra si là ils ont leur grimpeur en forme parce que des Terrada, Champoussin et Guita, tout ça, ça doit aller devant. On aura bien évidemment Michael Woods, je pense qu'il fera partie de ce truc-là. Pourquoi pas un Leknessoun, même s'il avait l'air pas terrible. Et puis potentiellement, vu qu'on aura des très très gros écarts après le chrono à Loudanviel-Péragude, pourquoi pas des mecs du top 10? Parce qu'on aura peut-être des mecs du top 10 déjà à plus de 10 minutes, et on pourrait les laisser partir dans l'échappée. Donc peut-être des gars du mec top 10, top 15, donc des Skelmoseux, des Carlos Rodriguez, ce genre de gars qui seraient un peu loin. Côté favori, moi je pense que on peut pas attaquer avant le sommet de Persourde. Moi, c'est une très grande manœuvre, je pense plutôt à la Visma, mais sinon, sur le sommet de Persourde, c'est un peu plus dur. On peut attaquer dans le sommet de Persourde, faire la descente à fond, et ensuite attaquer la montée de Super Bannière. Sinon, je vois plutôt une explication Vingegaard-Pogačar, encore une fois, dans Super Bannière. On verra s'il y en a un qui a déjà pris l'avantage sur l'autre. Et je pense vraiment que ça sera difficile de sortir avant, parce que le Tourmalet, il est vraiment assez loin de l'arrivée. Le col d'Aspin, il est pas assez dur, pas assez long. Donc, je pense qu'il faudra vraiment attendre Pérosourde, surtout qu'il y a un peu de vallée après Aspin. Donc, pas sûr qu'on ait des si grandes manœuvres que ça dans cette étape-là. Ça peut faire un petit flop. Et enfin, la dernière étape, l'étape numéro 15, euh, entre Muret et Carcassonne. Donc après ce triptyque des enfers des Pyrénées. Une étape pas si simple, encore une fois, parce qu'on aura un peu de montagne entre Muret et Carcassonne. On aura deux codes de troisième catégorie et un deuxième catégorie qui s'enchaînera d'un long faux plat montant. Je me suis noté étape a priori plutôt pour les baroudeurs. Parce qu'il y a les deux troisième catégories qui sont au milieu de l'étape, qui vont un peu corser les choses, mais ça passe. Mais le deuxième catégorie, là, qui est à 55 km de l'arrivée, il est pas facile, c'est 3 km à plus de 9%. Et surtout, il s'enchaîne avec ce long faux plat. Total, c'est 15 bornes à 4%. Donc là, les sprinters, ils vont prendre vraiment très cher dans ce truc-là. Donc je pense pas qu'il y ait une équipe de sprinters, même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent en deuxième et troisième semaine. Je pense pas que les équipes de sprinters puissent faire le coup à Carcassonne. Ça sera trop dur. Même un Intermarché pour Biniam Girmay. De toute façon, ils ont pas le matériel pour rouler derrière l'échappée. Donc franchement, j'écarte très fortement la piste des sprinters sur cette étape-là. Et donc, plutôt un scénario échappé. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plusieurs types de coureurs qui peuvent briller sur cette étape-là, parce qu'on arrive sur les 20 derniers kilomètres à peu près, c'est du plat, ou du faux plat descendant plat. À 55 bornes, donc il y a ce mur qui est très dur. Ensuite, il y a un faux plat montant, donc il faudra être solide, on pourra s'attaquer là-dessus. Ensuite, ça sera très tactique dans le final entre les échappés. Surtout qu'en termes de maillot jaune, là, il y aura depuis longtemps Pogacar et Vingegaard avec 10 minutes sur tout le monde. Donc, on risque pas de rouler derrière l'échappée pour pas perdre le maillot jaune. Donc, le groupe de baroudeurs, ce sera des mecs très costauds, parce qu'on sera très fatigué, je pense, à ce moment-là. On aura eu un Tour de France très éprouvant, et donc ceux qui vont réussir à sortir dans l'échappée ce jour-là sera forcément des mecs très forts. Euh, c'est un peu mal plat sur le début, et sinon il y a le troisième catégorie qui apparaît au bout de 70 bornes, faire un peu la différence, c'est les deux troisième catégories qui s'enchaînent. Donc on peut avoir plusieurs types de coureurs qui sortent, et on risque d'avoir encore une fois une grosse bataille pour prendre l'échappée. Après, une fois que l'échappée sera sortie, ils vont prendre 10-15 minutes sans aucun problème.
Qui on peut voir dans cette échappée? Bah, en fait, c'est un profil qui peut un peu convenir à des Van Aert ou Van Der Poel. On verra si Van Aert est dispo, s'il n'est pas en mode équipier pour Jonas Vingegaard. On verra si VDP est encore sur le Tour de France. Et puis après, bah, je vais encore ressortir les mêmes noms que d'habitude. Ben Illy, Nelson Poles, Alex Bodin. Bah oui, parce que la IF a encore des super cartes pour cette étape-là. Axel Laurence, pourquoi pas? Là, c'est vraiment un profil qui peut lui convenir. Fred Wright, un peu dans le même profil qu'Axel Laurence, sauf que Laurence avait l'air quand même en meilleure forme. Bien évidemment, Quinn Simmons. Bien évidemment, qui d'autre? Pourquoi pas Storer? Non, c'est un peu trop simple pour lui. Enfin, il n'y a pas assez de difficultés, mais c'est toujours un peu les mêmes, hein, Ben Illy, Simmons, etc. Je vois bien Romain Grégoire cocher cette étape-là aussi. Faudra plutôt aller dans l'échappée, donc. Il pourra se faire accompagner par des Pachets, des Madouas, ce genre de gars. C'est le moment pour Kevin Vauquelin d'aller chercher une étape, je pense, parce que il aura fait une belle croix sur ses ambitions générales à ce moment-là. Donc j'espère qu'il aura pris le temps de se reposer dans le chrono et quoique le chrono, il veut peut-être le faire à fond. Mais dans le chrono et dans la deuxième étape des Pyrénées, pour aller un peu se taper la bourre avec les baroudeurs sur cette étape numéro 15. Des Castrillo, Romero, toujours les mêmes, même Bruno Armirail. Pourquoi pas même un Jonas Abrahamsen, enfin, ce sera une étape pour les costauds. Et il faudra être très fort pour gagner cette étape-là et surtout tactiquement ne pas se louper. Voilà, donc c'est le bilan pour cette deuxième semaine assez courte. Une première étape très tactique pour aller à Toulouse, qui va faire plaisir. Une dernière étape très tactique pour aller à Carcassonne, qui va faire plaisir. Potentiellement deux victoires pour les échappés, donc deux étapes qui peuvent être très cool à suivre. Et au milieu, une vacherie pyrénéenne avec Otakam, le chrono à Péragude et l'enchaînement terrible Tourmalet, Aspin, Persourde pour aller à la Super Bagnères. Donc semaine compliquée, hein. Ça va aller très très fort et je pense que toutes les étapes ont un potentiel pour être intéressantes et peut-être que c'est pas celles auxquelles on s'attend qui seront les plus cool. Je mets quand même une bonne pièce sur l'étape de Toulouse et surtout l'étape de Toulouse. Je pense que ça va être super cool à suivre. Otakam, j'ai peur que ça soit une course en côte. Le chrono, bon, c'est sympa à suivre, mais ça reste un chrono en côte. Et je suis pas sûr qu'on ait tant de grandes manœuvres sur Super Bagnères. Donc, 5 étapes suivre cool à suivre, pardon, j'arrive plus à parler, c'est la fin de cet épisode. Euh, J'espère que les Pyrénées vont nous livrer un beau spectacle, j'espère qu'on aura du suspense au terme de ces Pyrénées, et j'ai quand même un bon espoir pour les deux étapes de transition, on est des scénarios de course sympas à suivre. Côté français, qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh ben, une victoire française à Toulouse et une victoire française à Carcassonne. Sur les autres étapes de montagne, je sais pas trop quoi en penser. Hautacam, ça sera Pogacar ou Vingegaard. Péragude, ça sera Pogacar ou Vingegaard. Donc reste Luchon, Super Bannière. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait pour l'instant un grimpeur français capable de battre les Simon Yates, les Ben Lee, les Tim Henrichsman, les Michael Storer, les Quinn Simmons. Peut-être un Lenny Martinez s'il monte en puissance. Peut-être un Jorgen Jegat s'il va dans les échappées. Peut-être un Guillaume Martin s'il va dans les échappées. Mais on verra un peu ce qu'on est capable de jouer. Mais je pense quand même que nos meilleures chances sont peut-être sur les étapes de Toulouse et de Carcassonne. Et à ce petit jeu-là, je vois bien un Grégoire, un Vauquelin ou un Alex Baudin. Un de ces trois-là, peut-être aller chercher une victoire d'étape, mais les autres, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. J'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien de cette deuxième semaine du Tour de France et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut!